de moins en moins à gagner de l'argent. Et tout d'un coup, il a dit 2015, fin des quotas. Et entre-temps, comme c'était trop loin, on a dit, ben voilà, on va lâcher des quotas de production, on va redonner du quota. Et du coup, on a déséquilibré le marché. Et là, le marché s'est écroulé. Et tous ceux qui sont dans la force de l'âge, qui étaient dans la quarantaine, qui croyaient être, à qui on avait dit demain tu seras laitier, donc concentre-toi, augmente ton quota, et demain tu seras le roi du pétrole, ils ont fait la mise au norme, et tout d'un coup, le prix s'écroule. Et un syndicat d'État ose signer à 280 € les 1000 litres. Sachant qu'aujourd'hui, les centres d'économie ruraux retombent, écrivent que le coût de production est à 350. Et attention, hors main-d'œuvre. C'est pour ça que nous, quand on parle de 400 €, eh bien, un éleveur laitier, c'est le salaire de 2 salariés et demi. Et vous savez pourquoi? Parce que moi, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un gars de chez nous qui siège au service de remplacement. Il m'a dit, tu sais, quand un éleveur laitier se casse la jambe, il faut 2 salariés et demi du service de remplacement pour le remplacer. Eh bien oui, parce qu'avec les normes de salaire, là, vous ne faites pas travailler avec jour et nuit. Avec les dimanches, il faut faire et tout, il faut 2 salariés et demi. Donc, les éleveurs laitiers, vous ne parlez même pas de SMIC, parce que ces gens-là ne sont pas payés au SMIC, vous faites 2 salaires et demi de ces gens-là, voilà ce que vous valez. Et ça, vous devez le répercuter dans le prix du lait. Parce que vous n'êtes pas là pour travailler pour rien du tout. Personne ne travaille pour rien du tout. Et nous, nous sommes pires que tout, parce que nous sommes la catégorie sociale qui accepte de travailler en perdant de l'argent. J'ai vu au plus gros de la crise du lait, des gens qui me disaient, voilà, quand j'ai fini de traire, il faut que je trouve 60 € à l'extérieur de l'exploitation. Tous les jours. Non, mais ça ne peut pas durer ça. Ça ne peut pas. Donc, il faut qu'on soit capable de dire non. Et quand un syndicat d'État, c'est pour ça que je les appelle comme ça, ose signer dans une interprofession, qui est un scandale de démocratie, parce que là, je le redis pour le lait, pour la viande, pour tout le monde, nous en payons avec les céréales, vous payez tous des choses qui sont déjà très rigolotes, à essayer de prononcer avec notre catégorie sociale, des cotisations volontaires obligatoires. Et chez nous, c'est passé dans la dialectique, et ça nous fait même plus rire. Quand vous en parlez à votre catégorie sociale, vous dites, mais attends, que tu dis, toi, volontaire obligatoire, ça n'existe pas. Moi, j'ai dit, j'ai connu ça à l'armée, ouais, parce que tu es volontaire et tu as l'obligation d'aller là-bas. Et c'était comme ça. Mais nous, ça a été, je vous rappelle que ces cotisations volontaires obligatoires, une interprofession est un organisme de droit privé, et l'État, par décret, a organisé un prélèvement de cotisation sur vos productions. Donc, toute production confondue. Vous cotisez pour avoir des interprofessions. Alors, cotiser pour une interprofession, au départ, l'idée est bonne, parce que l'interprofession porte bien son nom, elle est là pour défendre votre production. Mais quand une interprofession est aux mains, pour le lait, d'un seul syndicat, alors qu'il n'est pas un syndicat, qui est une organisation de producteurs qui s'appelle la FNPL, mais qui est la branche laitière de la FNSEA, comme nous autres coordinations, nous avons l'OPL, qui est notre branche laitière. Ceci dit en passant, nous avions monté des organisations de producteurs pour pouvoir rentrer dans cette interprofession. Et bien là, en fait, tant que l'État continuera à maintenir ce déni de démocratie, je pense qu'il n'y en a pas pour très longtemps. Les gens se révolteront parce qu'on l'a déjà dit. Et nous, coordination, moi je mets la barre jusqu'en juin, nous pénétrerons une des interprofessions. Je pense qu'on sera plus facilement dans la viande d'abord que dans le lait, mais quand dès qu'on aura ouvert une porte, on va s'y engouffrer. Vous ne pouvez pas, et là je reviens pour les laitiers, et là il faut remercier l'API. Quand on voit l'API, tout le travail qu'ils font sur le terrain, quand on voit le militantisme, parce que des gens ont eu peur, se sont levés, prennent sur leur temps et leur argent pour aller convaincre d'autres agriculteurs, où on leur dit, attendez, on vous propose un contrat, vous n'êtes pas obligé de les signer. Bernard Lam qui vous le dit, ils vous le disent aussi. Pourquoi? Parce que la contractualisation, c'est donc, je vous rappelle ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le galop d'essai pour le reste. Dans le lait, l'État a dit, parce qu'ils se sont plantés, ont pris les pieds dans le tapis, on voit bien que ce mot contractualisation leur a été susurré par ce syndicat d'État. Finalement, ils s'aperçoivent que là, c'est un peu plus compliqué qu'ils n'allaient l'imaginer. Mais l'État a dit, votre acheteur doit vous proposer un contrat, mais vous n'êtes pas obligé de le signer. Et l'État, quand il avait mis la contractualisation comme un grand sauveteur, comme un système qui allait sauver la production, la contractualisation allait de pair avec des organisations de producteurs qui normalement sont là pour négocier. Or, le maire a repoussé la création des organisations de producteurs d'un an. Donc nous maintenant, syndicat, coordination et en même temps l'API, disent attendez, nous avons un autre projet, ne signez pas, par contre, signez dans des organisations de producteurs. Et alors ce matin, un journaliste me demandait la différence entre la coordination et la FNPL. Mais au niveau des OP, c'est très simple. Nous on dit, nous devons faire des OP sur des grands bassins de production.
C'est-à-dire que dans ce grand bassin, il y aura plusieurs intervenants économiques dedans. La FNPL, elle dit, mais non, on ne va pas s'embêter, il n'y a qu'à faire les OP sur le territoire d'activité de la coopérative. Et là, j'en reviens à la coopération. La coopération, pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle n'existe qu'un homme, une voix. Or, aujourd'hui, vous savez tous que les grands monstres ne sont pas un homme, une voix. Vous avez dans ces monstres-là des gens qui ont 500 votes dans la poche. Vous savez comment ça se fait? Vous allez à l'assemblée locale de section, où on élit le nec plus ultra de l'agriculteur qui ne bougera pas, parce qu'on doit le tenir par où je ne vous dirai pas, mais un nec, on le tient, et lui, on est sûr qu'il va arriver avec 500 votes dans la poche, et qu'il va voter que. Parce qu'en face, il faut quand même que nous, syndicats, on a du mal avec les autres catégories socio-professionnelles, qui nous disent, mais en fait, quand même, tu gueules contre la coopération, mais la coopération, si je prends les statuts, elle appartient aux agriculteurs. Et oui, elle appartient aux agriculteurs. Et oui, les coopératives sont un bon outil, parce que quand elles ont été faites, je vous rappelle qu'elles ont été faites par des agriculteurs quand il fallait relever la France, où on était là pour produire. Nous avons mis en commun des investissements pour des outils à notre service. Et